Radio One jusqu'à 20h, c'est le Sunday Time. Effectivement, bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur radio-one.fr. C'est parti pour le Sunday Time dimanche 24 mai 2015 et au sommaire ce soir après le journal, on reviendra sur la mobilisation des enseignants contre la réforme du collège avec Karl. Après le rappel des titres de l'actualité, l'Irlande qui dit oui au mariage gay. Nous reviendrons également sur le fait d'être jeune et chrétien avec Chloé Martin qui a mené l'enquête auprès de deux jeunes chrétiens, et puis on parlera de Monaco qui est devenu en l'espace de quelques années une véritable terre de sport, que ce soit par le tennis, la Formule 1 ou bien encore le football. Et puis on terminera ce Sunday Time par un flashback sur cette première journée à Roland Garros. Mais avant cela, c'est le journal, il est 19h02. Et à la une de votre journal de ce dimanche 24 mai, l'Eurovision est encore un échec pour la France au concours. Lisa Angel arrive seulement 25e sur 27 et se dit victime d'une injustice. La Suède remporte cette Eurovision en la personne de Mans Zelmerlöw. Pour la première fois, une enquête place Alain Juppé devant Nicolas Sarkozy dans la future primaire de la droite et du centre de l'UMP. Au second tour, il récolterait 55% contre 45% pour l'ancien président. Et puis enfin la Formule 1 et Nico Rosberg remporte le Grand Prix de Monaco. Sébastien Vettel arrive deuxième et Lewis Hamilton seulement troisième. Mais avant cela, donc, on commence à parler de Daesh qui étend son influence en Syrie et en Irak. En effet, Daesh poursuit sa marche en avant vers la Syrie et l'Irak. Mercredi dernier, le groupe terroriste s'emparait de la ville syrienne de Palmyre, célèbre pour son majestueux site archéologique. Dimanche, les djihadistes ont pris le contrôle du poste frontière irakien d'Al-Walid, 72 heures seulement après la capture de son pendant syrien de Al-Tanaf. Ces succès des islamistes radicaux se font dans le sang et selon Reuters, l'État islamique a tué au moins 400 civils dans les combats ayant abouti à la conquête de Palmyre, parmi lesquels des femmes et des enfants. Les précisions à Beyrouth d'Hélène Bourgon. Personne ne semble pouvoir arrêter les combattants djihadistes du groupe État islamique. Depuis une semaine, ces derniers ont réalisé d'importantes avancées dans l'est de la Syrie et en Irak à la frontière entre les deux pays. La prise du poste frontière irakien d'Al-Walid aujourd'hui, et qui est situé au sud-est de la Syrie, proche de la frontière jordanienne, va leur permettre d'étendre leur zone d'influence entre l'Irak et la Syrie, où ils projettent d'instaurer leur califat en détruisant les frontières dessinées par les accords Sykes-Picot. Les forces loyalistes syriennes et irakiennes ont montré des signes de faiblesse ces derniers jours contre les assaillants qui se sont emparés d'une part de la ville antique de Palmyre en Syrie et de la ville de Ramadi en Irak, capitale de la plus grande province frontalière d'Al-Anbar. Les dernières contre-offensives de l'Irak, appuyées par des milices chiites pour reprendre le contrôle de Ramadi, n'ont encore pas porté leurs fruits. D'après un spécialiste stratégique, les forces américaines devraient permettre à leurs conseillers militaires basés en Irak de se rapprocher des unités combattantes et de réorganiser certains commandements irakiens. Les précisions donc à Beyrouth d'Hélène Bergou. Le mathématicien américain John Nash meurt dans un accident de la route. John Nash et sa femme Alicia sont donc morts samedi dans un accident sur une autoroute du New Jersey. Mathématicien mondialement connu, Nash avait également reçu le prix Nobel d'économie en 1994 pour ses travaux sur la théorie des jeux. Il avait été incarné au cinéma par Russell Crowe dans le film Un homme d'exception. Il avait 86 ans. Les Espagnols élisent aujourd'hui leur maire et leurs représentants régionaux, un scrutin à valeur de test pour le Parti populaire au pouvoir qui fait face à la montée en puissance de nouveaux partis issus du mouvement des indignés tels Podemos ou Ganemos. Barcelone et même Madrid pourraient d'ailleurs basculer à gauche et intéressons-nous justement à Barcelone, capitale de la communauté autonome de Catalogne qui pourrait effectivement basculer à gauche.
Et ça serait même une double sensation, l'extrême gauche au pouvoir et une femme à l'hôtel de ville. Ada Colau deviendrait ainsi le nouveau visage de Barcelone. Cette militante de 41 ans se bat depuis des années contre les expulsions et elle pourrait bien déloger Xavier Trias, le maire sortant de la CIU, le parti conservateur qui dirige la région. Les sondages donnent les deux listes au coude à coude, mais si elle gagne, Ada Colau promet de s'attaquer à l'urgence sociale de la ville, où la pauvreté touche un tiers des 1 600 000 habitants. Son programme, transformer les appartements vides en logements sociaux, introduire un revenu minimum pour les familles pauvres ou encore forcer les entreprises à réduire les prix de l'eau, du gaz et de l'électricité. Sa liste veut aussi lutter contre le tourisme massif et ses excès. Les 27 millions de visiteurs annuels commencent à irriter sérieusement les Barcelonais. Un programme populiste selon ses opposants mais qui pourrait séduire un quart des votants selon les sondages. Pas suffisant pour faire une majorité, il faudra des alliances. Mais quoi qu'il en soit, le signal est fort. Il n'y a pas que l'indépendance qui compte dans la vie des Barcelonais. Mathieu Ferry, France Bleu Roussillon pour France Info. Voilà donc ce que nous pouvions dire sur ces élections et ces municipales justement en Espagne, les premiers résultats qui devraient arriver d'ici une petite heure. Vladimir Poutine interdit les ONG indésirables en Russie. Le président russe a donc promulgué samedi une loi qui interdit l'installation de certaines ONG jugées indésirables en Russie. Une loi dénoncée par l'Europe et les États-Unis. Au Burundi, le chef d'un parti d'opposition assassiné en marge d'une journée plus apaisée à Bujumbura, la capitale du Burundi. Une personnalité de l'opposition burundaise et son garde du corps ont été abattus samedi. Reportage dans le quartier de Bujumbura de David Thompson. Pierre à la main sur des barricades en feu, des jeunes en colère se préparent une fois de plus à l'affrontement. Dans leur quartier Ngagara de Bujumbura, le leader de l'opposition, Zedi Feruzi, vient tout juste d'être assassiné devant son domicile avec son garde du corps. Un homme de haute personnalité qui vient d'être tué à cause de quoi? À cause de la politique. Les gorgistes encore sur le bord de la route. Autour, un groupe d'habitants, comme hébétés par le choc, s'interroge. Voilà une grande personne qui est tuée comme ça, et nous les petits gens, qui va nous sauver? Il vient d'être tué ici, vous voyez les cadavres et son garde du corps. Incompréhension d'autant plus grande que les assassinats ont eu lieu à quelques mètres à peine d'un poste de la police et de l'armée. Lui, il a reçu 4 coups, et les gars étaient ici, 2 militaires, sans réaction aucune. On ne comprend rien. Là-bas, il y a une position des policiers. Ils n'ont rien fait. Aucune preuve à ce stade, mais tous accusent le pouvoir burundais, contesté par des manifestations depuis plus d'un mois. On lui demande, il faut qu'il quitte. Il est en train de boire le sang des innocents. Dans la soirée, la présidence s'est dite consternée, touchée par ces assassinats, alors que les manifestations contre un 3e mandat du président Nkurunziza doivent reprendre demain. Voilà donc les précisions de David Thompson à Bujumbura, la capitale du Burundi. Retour en France et Disneyland Paris pratiquerait des tarifs discriminatoires selon un eurodéputé. C'est en effet un député qui a suivi pendant 1 an les tarifs proposés sur les sites internet de Disneyland Paris dans différents pays et il constate d'importants écarts. Il dénonce ainsi une politique de prix plus ou moins avantageuse selon l'origine de ses clients. Ainsi, les Français seraient plutôt bien lotis, au contraire de leurs voisins italiens. La direction du parc d'attractions qui dément toute information de ce type. En Irlande, il n'y avait plus vraiment de suspense, mais c'est désormais officiel. Les Irlandais se sont prononcés à 62% en faveur du mariage gay avec une participation de 60%, du jamais vu depuis 20 ans. L'Irlande qui devient le premier pays à légaliser l'union pour les couples de même sexe via une consultation populaire, c'est-à-dire un référendum. On reviendra sur ce référendum à 19h32 tout à l'heure avec Karl. En France à présent, le président du groupe PS à l'Assemblée, Bruno Le Roux, a bien assuré ce dimanche que le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu serait mis en place avant la fin du quinquennat de François Hollande. Et puis, toujours en politique, si le second tour de la primaire UMP de 2016 avait lieu aujourd'hui, que se passerait-il ? Eh bien, la réponse, on l'a grâce à un sondage Odoxa. Ce serait Alain Juppé qui battrait Nicolas Sarkozy, 55-45%, même si l'ancien président reste le favori des sympathisants de son parti. Selon ce sondage publié pour le Parisien ce dimanche, 55% des sondés qui comptent voter à la primaire voteraient pour l'ex-premier ministre contre 45% pour l'ex-président.
À Lille, après 48 heures de garde à vue, une aide-soignante de 45 ans qui travaillait au service d'endocrinologie du CHRU de Lille a été mise en examen vendredi pour tentative d'assassinat et d'empoisonnement sur au moins 4 patients. Elle est notamment suspectée d'avoir dévissé une perfusion, enlevé une tubulure et injecté un produit inadapté, des faits qui concernent au moins 4 ou 5 patientes. Écoutez justement Madame Samia Kiter, avocate de cette aide-soignante. Elle se défend de toute intention malveillante, de toute volonté de nuire, de toute volonté de porter atteinte à la vie d'un patient. Je ne sais pas si l'ambiance particulière dans le service explique la raison, la cause de ce qui est reproché. Elle a dit qu'elle se sentait peut-être diminuée physiquement et qu'elle avait certains problèmes de santé. Là, elle est très éprouvée parce qu'elle a traversé une épreuve très difficile suite à sa garde à vue et cette mise en examen. Son placement sous contrôle judiciaire suppose que ma cliente ne présente pas un état de dangerosité tel qu'on voudrait le faire croire. Voilà donc Samia Kiter, l'avocate de cette aide-soignante. En tout cas, l'aide-soignante n'a pas encore été placée en détention provisoire alors que le parquet l'avait requis. Elle a pour l'instant été placée sous contrôle judiciaire et n'a logiquement pas le droit d'exercer sa profession. Le jury du festival de Cannes, présidé par les frères Cohen, va annoncer le grand vainqueur ce dimanche 24 mai, là d'ici une grosse demi-heure. Pour le moment, tout le monde délibère dans un endroit tenu secret, mais le jeu des pronostics est bel et bien lancé dans la salle de presse. Le favori pour la Palme d'Or est le film Youth de Paolo Sorrentino, qui raconte les vacances délirantes de 2 copains octogénaires incarnés par Harvey Keitel et Michel Ken. La DS Citroën sexagénaire pimpante. En effet, il y a 60 ans tout juste, Citroën commercialisait la DS, voiture emblématique des 30 Glorieuses en France. Et pour fêter cet anniversaire, des passionnés d'automobile se retrouvent aujourd'hui dans le centre de Paris pour rendre hommage à cette berline. Reportage de Sandrine et Tova Andeg. Ça va ? Vous avez pas mal au cœur ? Vous comprenez les filles, vous ? Je passerai ma vie à rouler en voiture. Comme Isabelle Adjani, dans L'été meurtrier, Rosa passerait bien sa vie à rouler en DS. Tout est beau. Les courbes de la berline, immortalisées au cinéma, laissent Diego rêveur. DS, le nom est super bien trouvé. Ces courbes sont très féminines. C'est très érotique. Ou patriote. Historiquement, c'est quand même la voiture qui a sauvé la vie au général de Gaulle, au petit Clamart. Serge, lui, a 9 ans, quand le tout premier modèle de DS Citroën, blanche et noire avec des sièges bleu turquoise, est présenté au Salon de l'Automobile à Paris. C'était la découverte à la fois de la voiture, mais en même temps du beau. C'est une voiture fluide, dans laquelle on peut être confortable, qui symbolise aussi l'utilisation de matériaux novateurs à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'elle a été dessinée par un sculpteur. Et à la fin du salon, il y avait 80 000 commandes. Les connaisseurs sont unanimes, la DS c'est avant tout un bijou de technicité. La suspension hydraulique, c'est ce qui faisait la différence, le confort de la voiture. La sexagénaire ravive toujours des souvenirs de jeunesse et reste très désirée. J'ai essayé dernièrement d'en acquérir une, mais ça devient très cher, à mon grand regret. Elle n'a jamais été imitée finalement. Et au total, Citroën écoulera environ 1,4 million d'exemplaires de ce véhicule jusqu'à la fin de sa production au milieu des années 70. Et aujourd'hui encore, la DS est immortelle. Écoutez justement l'explication de ce passionné sur cette immortalité de la DS. Je peux vous dire qu'il y avait foule, c'était extraordinaire. Pour moi, c'était la découverte à la fois de la voiture, puisque j'avais 9 ans, mais en même temps du beau, d'une esthétique. Et pour moi, c'était... La voiture, c'est pas de la bagnole sous une caisse noire avec un gros moteur qui fait teuf teuf teuf. C'est une voiture fluide dans laquelle on peut être confortable, qui symbolise aussi l'utilisation de matériaux novateurs à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'elle a été dessinée par un sculpteur. Tout autour, les véhicules étaient dans les tons sombres, le noir. Là, vous aviez des tons crème, aubergine. Ça participait du côté révolutionnaire. Et à la fin du salon, il y avait 80 000 commandes. C'est magnifique. Et aujourd'hui, toutes les voitures se ressemblent. Ici, c'est à la fois une marque et une voiture très différente. C'était sa signature immortelle.
Et cet après-midi, donc 700 DS étaient attendus dans Paris pour célébrer les 60 ans de la voiture. 19h16, c'est à présent l'heure du récap sport et on va commencer par le Grand Prix de Formule 1 de Monaco et c'est Nico Rosberg qui remporte ce mythique Grand Prix, longtemps promis à son coéquipier de chez Mercedes, Lewis Hamilton, l'Allemand qui s'impose devant son compatriote Sébastien Vettel et le Britannique. 3e victoire de site à Monaco pour Rosberg. Néanmoins, c'est toujours Lewis Hamilton qui conserve le leader au classement général des pilotes. Un mot de football à présent et c'est les Bleuets de Lucas Zidane, les Bleuets de moins de 17 ans qui se sont imposés 4-1 vendredi soir face à l'Allemagne en finale de l'Euro 2015 de football. C'était organisé en Bulgarie. En Ligue 1, hier soir, Monaco a validé sa 3e place en s'imposant à Lorient 1-0 lors de la 38e et dernière journée sur un but de Yannick Ferreira Carrasco, l'ASM qui se qualifiait pour le tour préliminaire de Ligue des Champions. De son côté, l'Olympique de Marseille s'est imposé 3-0 face à Bastia lors de la 38e et dernière journée, mais reste 4e. Marseille qui devra se contenter de l'Europa League, tout comme Saint-Etienne après sa victoire sur Guingamp. Et puis le leader PSG a bien assuré sa place de premier en dominant Reims 3-2. Le PSG qui a même battu un record avec 9 victoires consécutives, tandis que Cavani s'est offert un doublé pour ce qui constituait peut-être son dernier match au Parc des Princes. Cet après-midi, dernière journée de Premier League également, marquée par la victoire d'Arsenal sur West Bromwich 4-1. Les joueurs d'Arsène Wenger qui héritent donc de la 3e place cette année, alors que Manchester United termine 4e après son match nul face à Hull City 0-0. Le leader Chelsea s'est imposé face à Sunderland 3-1 et Manchester City termine bien 2e après sa victoire face à Southampton. Burnley est donc bien relégué, Newcastle reste bien en Premier League, c'est donc une bonne nouvelle pour tous les Français, Newcastle étant une équipe assez bien représentée côté français. Et puis du rugby, la dernière journée de top 14 a donc délivré son verdict. Bayonne est relégué, Toulon et Clermont sont directement qualifiés pour les demi. Toulouse, le Stade Français, le Racing et Oyonnax disputeront les barrages. Cet après-midi avait également lieu la finale de Pro D2 qui opposait Mont-de-Marsan à Agen et c'est Agen qui monte après sa victoire 16-15. 19h18 pour terminer ce journal. Un mot à présent de tennis. Première journée à Roland-Garros. Aujourd'hui, vous avez pu la suivre entre 15h et 19h avec Arthur Massot. Et Arthur, une journée moyenne pour les Français. Pour l'instant, le bilan, c'est 2 qualifiés pour 3 éliminés. Qualification de Joe Wilfried Tsonga et de Nicolas Mahut. Élimination de Caroline Garcia, Paul-Henri Mathieu et également Fiona Ferro. Et on pourrait même avoir 4 éliminés. Car là, à l'instant, elle est menée 4-0 Océane Ledin. Double break pour son adversaire Nara. Rapidement les autres matchs en cours, alors qu'on verra en fin de match, en fin de Sunday Times sur les autres résultats. Donc la qualification aujourd'hui de Simona Halep, de Roger Federer ou de Stan Wawrinka, entre autres. Rapidement les autres matchs en cours. On a une balle de match pour Lucie Safarova face à Anastasia Pavlyuchenkova. Safarova a remporté le premier set 7-6. Elle mène 6-5 dans le deuxième set. Avantage sur son service. Je vous dis ça d'ici à la fin de cette intervention. Steven Johnson, Guillermo Garcia Lopez, le premier match en plus de 3-7, en 5-7 en l'occurrence. Premier set Johnson et deuxième également 6-3 pour lui. Troisième set pour Guillermo Garcia Lopez 7-6, quatrième set pour lui également 6-3. On est dans le 5e set et il mène 1-0, il a fait le break. C'est vraiment incroyable ce match et Guillermo Garcia Lopez qui fait une fin de match de folie. Kukushkin, c'est la première set, c'est la 7-6, deuxième set 6-3. Et là on est à 3-2 pour Kukushkin au troisième. Et enfin, Philippe Kens a gagné le premier set 6-2 face à Vesnina. Dans le deuxième set, Vesnina garde son break d'avance 4-3. Pour terminer, eh bien Lucie Safarova n'a pas réussi à convertir sa balle de match. Peut-être au prochain point, ça nous rappelle Océane Ledin qui est mené 4-0 dans le troisième dernier set face à Nara, la japonaise. Arthur Massot, on se retrouve tout à l'heure à 19h30 pour faire un point et puis un petit peu plus longuement à 19h55 on reviendra sur toute cette journée à Roland-Garros. 19h20, c'est la fin de ce journal. Et c'est Karl Larnaudie qui nous a rejoint. Bonsoir Karl.
Bonsoir. Alors on va revenir sur ce dossier, ce gros dossier autour de la réforme du collège, mobilisation des enseignants ce mardi avec une grève, et puis mercredi, cette réforme qui a été publiée par décret au journal officiel. Absolument, absolument, ça passe en force, on arrête le débat, et il y a beaucoup de gens en colère. Eh oui, eh oui. Alors, qu'y a-t-il dans cette réforme et pourquoi est-ce clivant de surtout la faire passer par décret? Alors, c'est clivant de la faire passer par décret, ça on va, là tu te poses plein de questions, on va répondre une chose après l'autre. On va commencer déjà par ce qu'il y a dans la réforme. Donc, il y a une création d'enseignements complémentaires qui s'ajoute au tronc commun des matières qui existent déjà. D'une part, les enseignements pratiques interdisciplinaires, EPI, pour les élèves à partir de la classe de 5e. Il s'agit de travail interdisciplinaire en petits groupes. 8 thèmes sont au choix, dont 2 sont à choisir par an, soit 6 entre la 5e et la 3e. Développement durable, information, communication et citoyenneté, langue et culture de l'Antiquité. On y reviendra pour ça, c'est un peu une façon de faire revenir le latin et le grec qu'on voulait supprimer. Langue et culture étrangère ou régionale. On voulait aussi supprimer les cultures régionales, mais les langues régionales, le catalan, le basque, le breton, le corse. Monde économique et professionnel, corps, santé et sécurité, culture et création artistique, et sciences et société. Il y aura 3 heures de pays par semaine, le volume exact étant toutefois défini localement par les recteurs d'académie. Les heures de pays seront prélevées sur les disciplines impliquées dans chaque projet. D'autre part, du temps d'accompagnement personnalisé pour les élèves en difficulté. Avant la réforme, le latin et le grec étaient des options facultatives choisies à partir de la classe de 5e par 18% des élèves en moyenne, ce qui est pas mal, c'est quand même un élève sur 5. Donc on disait que c'était une petite minorité, c'est faux. C'est encore une de ces fausses... il y a eu dans le débat, il y a eu beaucoup de vrais faux, faux vrais, beaucoup de bluffs. C'était assez pénible à suivre. La réforme prévoyait initialement de supprimer cette option. Premièrement, en rajoutant une partie de son contenu dans les cours de français, initiation à l'étude des langues anciennes. Deuxièmement, en intégrant le latin et le grec dans l'un des EPI nouvellement créés. Ayant suscité de nombreuses critiques, notamment celles de François Bayrou et de Cécile Duflot, qui sont tous les deux agrégés en lettres anciennes. Je ne sais pas comment on dit en français déjà. De lettres anciennes, dans l'un des EPI nouvellement créés, ainsi suscité de nombreuses critiques. Ce point est finalement amendé. Une option langue ancienne existera toujours, mais avec un volume d'heures réduit, 1 heure en 5e et 2 heures en 4e et en 3e. Avec 1 heure par semaine de latin ou de latin, on n'apprend rien. Les classes bilingues et européennes sont supprimées. Celles-ci permettaient d'apprendre 2 langues vivantes dès l'entrée au collège et concernaient 13% des élèves. La réforme prévoit que tous ces élèves commencent une 2e langue à partir de la 5e, au lieu de la 4e comme auparavant. Le nombre d'heures de cours passe de 3 heures à 2 heures et demie par semaine. Là encore, réduction. Il y a aussi une création de 4000 emplois équivalents plein temps. Alors, que veut dire l'équivalent plein temps? Est-ce que ce sera 8000 emplois équivalent mi-temps? Bon, bref, on n'en sait rien. Tout ça, c'est un peu bizarre. Alors revenons justement à ce qui est clivant. Alors, ce qui est clivant, d'abord la réforme elle-même est clivante. On a eu énormément de débats entre des syndicats, des intellectuels, des hommes politiques, donc il y a eu des pour, des contre. Alors d'abord, il y a des pour les pour. On a eu un syndicat qui s'appelle le SGEN CFDT, pour lequel la réforme est le moyen de lutter contre les dérives du collège actuel, dont les résultats se dégradent. En ce sens, elle peut permettre de combattre l'échec scolaire qui touche notamment des élèves les plus en difficulté. On peut se rendre compte que le syndicat dit « elle peut permettre », ils n'en sont pas sûrs. Fondée sur la confiance accordée aux enseignants, elle renforce les structures d'aide bénéfiques pour les élèves les moins soutenus par leur milieu
familiale. Il y avait déjà des cours de renforcement, il y avait déjà des cours de soutien. Alors, il y a aussi, comme soutien, il y a eu des intellectuels regroupés dans un collectif contre l'école inégalitaire qui ont signé un texte, Vive le collège du XXIe siècle, qui a soutenu la réforme. Donc, ce collectif est composé de personnalités comme le pédagogue Philippe Mérieux, si vous ne connaissez pas, c'est normal. Si vous ne connaissez pas, c'est normal. L'historien Jean Beaubéraud, le psychiatre Boris Cyrulnik, qui est finalement le plus connu de la bande, avec son livre et sa théorie sur la résilience, l'écrivain Hervé Hamon, l'historien Philippe Joutard et Pierre Léna, président d'honneur de la fondation de la main à la pâte. Il part du constat suivant: le collège actuel n'est ni unique, ni injuste, et encore moins efficace. La réforme proposée va donc pour eux dans le sens d'une répartition plus juste des moyens qui permettra de lutter contre les inégalités. En se fondant sur les textes réglementaires de la réforme, il souligne que l'enseignement langue et culture de l'Antiquité pourra être suivi par tous les élèves du collège, au lieu d'une minorité actuellement. Mais, comme on l'avait dit tout à l'heure, 1 heure par semaine, ça n'est pas apprendre une langue comme, je ne sais pas si vous avez fait du latin ou du grec, mais bon, pour le grec, il faut déjà apprendre un nouvel alphabet. Pour le latin, il faut se mettre un peu dans la tête toutes les déclinaisons. 1 heure par semaine, ça n'est rien du tout. C'est absolument ridicule. C'est du saupoudrage. Alors, par ailleurs, le travail en petits groupes permet de mieux accompagner les élèves en difficulté. Certes, mais comment va s'articuler ce travail? On n'en sait rien. Le projet de réforme, et ils ne le savent pas d'ailleurs, le projet de réforme est l'objet de nombreuses critiques. Enseignants, syndicats, personnalités politiques, comme on l'a dit, intellectuels, qui dépassent parfois son cadre pour remettre en cause l'enseignement de l'histoire de façon générale, ou encore la refonte des programmes, qui sont revenus tout le temps. Dès qu'il y a un nouveau ministre, il essaie de faire une nouvelle réforme. Et ces EPI sont-ils clivants, Karl? Ah oui, bien entendu. Pour certains, l'instauration des projets collectifs EPI est susceptible de renforcer la motivation des élèves en difficulté. Doit-on avoir de la motivation quand on va à l'école? Mais pour les autres, ces groupes existaient déjà sur base volontaire et un regroupement par affinité des professeurs. Et généralement des professeurs de même secteur, donc des professeurs d'allemand entre eux, des professeurs d'anglais entre eux. Là, il va falloir qu'un prof de maths se mette avec un prof de sciences de sport, qui se mettra lui avec un prof de TME, d'éducation manuelle, et pour trouver des leviers communs. La création de ces groupes semble factice et va demander énormément de travail aux professeurs pour les préparer, trouver des sujets intéressants, les mettre en forme. Où vont-ils trouver le temps de faire cela entre la préparation de leurs cours, la correction des copies et le travail administratif? Pour certains profs pensent que c'est une façon détournée de les faire rentrer dans les 35 heures. En effet, ce travail ne pourra se faire qu'à au collège. C'est-à-dire qu'ils seront obligés de rester là en plus des heures de cours qu'ils font déjà. De plus, certains professeurs n'ont pas envie d'être forcés de travailler avec d'autres profs avec lesquels ils n'ont aucune affinité. Et puis, que dire justement du latin et du grec? On en a déjà un peu parlé, mais c'est vrai que c'est le gros sujet de cette réforme. Bon, alors c'est le gros sujet, mais ça a été un peu un pétard mouillé, parce qu'il y a quand même des poids lourds comme Cécile Duflot et François Bayrou qui se sont mis dans la bagarre, agrégés en lettres classiques, n'est-ce pas? Alors avant la réforme, le latin et le grec étaient des options facultatives, choisies à partir de la classe de 5e. La réforme prévoyait initialement de supprimer cette option, donc de tuer le latin et le grec. Premièrement, en rajoutant une partie, bon on l'a dit tout à l'heure, en rajoutant une partie dans les cours de français, initiation à l'étude des langues anciennes. Deuxièmement, en intégrant le latin et le grec dans les EPI nouvellement créés. Ayant suscité de nombreuses critiques, notamment de la part de Duflot et de Bayrou, ce point est finalement amendé. Une option langue ancienne existera toujours, mais comme on l'a dit, avec un volume d'heures réduit. Bon, voilà. Donc c'est pas supprimé, c'est réduit, mais ce sera en danger. Qui va être intéressé par faire 1 heure de latin par semaine? Ça n'a aucun intérêt. Et ils le savent. Donc on peut dire que le latin et le grec sont en danger dans
dans le système éducatif français. Même si officiellement ils ne sont pas supprimés. Alors justement, là où on va supprimer quelque chose, c'est la classe bilingue. Et justement, la suppression de ces classes bilingues et européennes signe-t-il la mort de l'allemand? Oui, on peut dire oui. C'est pas officiellement, comme pour le latin. Alors déjà, il faut savoir que les classes bilingues et européennes sont jugées trop élitistes, ce qui est un peu délirant. Dans un pays qui est en baisse au niveau des résultats, on ne veut pas quand même qu'il y ait une élite qui se forme et qui se crée. D'ailleurs, ce qui est aussi délirant, c'est de se dire, puisque ces classes sont élitistes, pourquoi ne pas les généraliser au lieu de les supprimer? Bon, à voir. Alors, les défenseurs des classes bilingues arguent que leur existence a permis de stopper la désaffection des élèves pour l'allemand et que leur suppression aggraverait la situation. Un quart des élèves de collège avaient choisi allemand dans les années 90 contre 15% dans les années 2010. Cette crise a été reprise par Susanne Wassum-Reiner, ambassadrice d'Allemagne en France. Celle-ci permettrait d'apprendre 2 langues vivantes dès l'entrée au collège et concernait 13% des élèves. Les professeurs de ZEP affirment que ces classes bilingues permettaient de garder une mixité sociale. En effet, dans leurs établissements, elles permettaient de garder les meilleurs élèves. La réforme prévoit que tous les élèves commencent une deuxième langue à partir de la 5e, au lieu de la 4e, comme auparavant. Le nombre d'heures de cours passe de 3 heures à 2h30 par semaine. Najat Vallaud-Belkacem a même laissé entendre que l'on pourrait commencer l'allemand au CP. Mais chacun sait que les professeurs des écoles qui sont déjà pas très bons en anglais, ne sont pas formés pour cela. Un petit mensonge pour la route, Madame le Ministre. Donc, en danger, l'allemand en danger, ce qui va mettre une certaine tension entre la France et l'Allemagne. La France va trahir ses accords avec son partenaire européen historique quant à l'apprentissage de la langue allemande en France. Et quid de l'enseignement de l'islam, Karl? L'enseignement de l'islam. Bon, l'enseignement de l'islam, c'est un peu un pétard mouillé. Là aussi. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, il y a beaucoup de pétards mouillés. La civilisation islamique était au programme de 5e depuis bien longtemps, et de manière obligatoire. Les nouveaux programmes n'ont donc pas introduit cet enseignement qui a plusieurs décennies. En outre, les débuts du christianisme seront désormais étudiés en classe de 6e, et le rôle de l'Église est évoqué avec une grande partie, puisqu'on disait évidemment que on va étudier l'islam, mais pas l'Église, mais c'est étudié de façon obligatoire avec l'histoire de France. Et puis sur l'enseignement des lumières facultatives. Eh bien, on éteint la lumière. Voilà, on l'allume uniquement si on a envie. Ouais. Bon, ça devient facultatif, on passe plutôt à un monde dominé par l'Europe, empires coloniaux, échanges commerciaux, traite négrière. Voilà, bon, on dit que quand même, les élèves étudieront toujours la Renaissance à l'époque moderne, mais les lumières, ils seront évoquées uniquement en filigrane. Donc pour conclure sur cette réforme du collège, Karl? Alors pour conclure, grosse conclusion, mon cher Martin. D'abord, cette énième réforme fait peur. En effet, elle a l'air d'être menée par des gens qui ne semblent pas trop comprendre ce qu'ils font, ou bien ne le comprennent que trop bien. La destruction de l'enseignement à la française est visiblement leur but. Le collège deviendrait-il officiellement le lieu du faux savoir? Un lieu où notre culture française serait dominée par le tout anglais, avec la fin de l'allemand, la fin du chinois, la fin de plein d'options qui nous étaient un peu spéciales. Ça nous mettrait également en porte-à-faux de façon diplomatique avec notre partenaire historique de la création européenne, l'Allemagne, avec cette décision de fermer les classes bilingues qui entraînera une baisse de l'enseignement de l'allemand, se paiera certainement en retour avec une baisse de l'enseignement du français en Allemagne, au profit de l'anglais, ne permettant plus aux deux grandes puissances économiques de l'Europe d'avoir des synergies et surtout de se comprendre, mettant à mal un peu plus la cohésion de l'Europe. Enfin, l'oubli de l'histoire réelle, avec ses tentatives de supprimer le latin et le grec, racines de notre civilisation, l'oubli de l'histoire, comme celle des Lumières, qui conduit à l'oubli de l'être, va encore plus nous plonger dans l'enseignement de l'ignorance aliénatoire. Des élèves qui arriveront dans la vie sans esprit critique, sans base certaine, sans assise, sans culture, apolitisés, acculturés, aliénés.
les citoyens d'un pays prêt à la domination. Eh bien voilà, et oui. Faudra un jour que Karl reçoive dans cette émission la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, quand même. Je pense que Karl aurait beaucoup de choses à lui dire. 19h35, merci beaucoup Karl, on se retrouve nous dans quelques instants pour parler de l'Irlande. Hein. Ce sera plus court. Exactement. Allez, 19h35, on va quand même faire le petit rappel des titres. Et dans l'actualité de votre dimanche soir, à Cannes, c'est l'heure du verdict. Le jury du festival, présidé par les frères Cohen, va annoncer le grand vainqueur de cette 68e édition d'ici une minute à l'autre. À Roland-Garros, Roger Federer est choqué et furieux contre la sécurité du tournoi qui a laissé un spectateur se glisser sur le court pour faire un selfie avec lui. De son côté, Najat Vallaud-Belkacem, justement, et ce n'est pas une blague, la ministre de l'Éducation nationale a mis en garde les lycéens sur les dangers de privilégier le tennis aux révisions. Oui, c'est tout à fait vrai. Arthur Massot nous a rejoint également. Arthur qui était là toute l'après-midi pour commenter Roland Garros. C'est fini pour Océane Dodin. Malheureusement, oui, c'est terminé en 3-7 pour Océane Dodin qui s'est donc incliné sur le score plutôt lourd dans ce tour numéro 1. Une défaite 3-6, 7-5, 6-1 donc face à Kuruminara qui a été plus maligne. On en reparle dans 18 minutes. Exactement. En Formule 1, Nico Rosberg remporte le Grand Prix de Monaco, Sébastien Vettel arrive 2e et Lewis Hamilton est seulement 3e. Qui est le meilleur candidat de la droite à la présidentielle selon un sondage publié dans le Parisien? Eh bien c'est formel, ce serait Alain Juppé qui battrait aujourd'hui Nicolas Sarkozy. Et puis l'Eurovision, encore un échec pour la France au concours. Lisa Angel arrive seulement 25e sur 27 et se dit victime d'une injustice. La Suède remporte l'Eurovision en la personne de Mans Zelmerlöw. Radio One, le Sunday Time. 19h38 et c'est Chloé Martin qui nous a rejoint. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Vous avez mené l'enquête justement puisqu'il y a 15 jours avaient lieu les DNJ, Grand Rassemblement de Jeunes Évangéliques de France. Et bien on va voir avec vous qu'est-ce que le fait d'être jeune et chrétien change. Oui, donc j'ai en effet rencontré deux jeunes chrétiens évangéliques pour être précis, donc Angèle 22 ans et Sarah 29 ans, qui m'ont tous deux fait part de la place de la foi dans leur quotidien. Alors juste quelques précisions avant de revenir à leur propos. Donc ces interviews ont donc eu lieu juste après les DNJ, Dynamique Nationale Jeune, qui est donc le plus grand rassemblement de jeunes évangéliques de France. Donc un rassemblement organisé tous les 3 ans par la Fédération des Assemblées de Dieu. Plus de 3500 jeunes étaient réunis au Zénith d'Orléans, donc on programme jeux, temps bibliques et concerts rock. Rappelons également que le mouvement évangélique est une branche du protestantisme et compte 600 000 pratiquants réguliers en France, 500 millions dans le monde. Donc c'est une église en pleine expansion avec un lieu de culte implanté tous les 10 jours dans l'Hexagone. Alors les piliers de ce mouvement, une confiance totale dans la Bible, une place accordée à l'individu et à sa vie, puisque l'on devient chrétien par choix et non par héritage, et des moyens techniques modernes, avec par exemple l'utilisation d'instruments sonorisés comme la batterie ou la guitare électrique lors des cultes. Alors, ces précisions faites, revenons à Angèle et Sarah. Donc la première question que je leur ai posée, c'était celle-ci. Comment ta foi change-t-elle le regard que tu portes sur le monde et la société? Alors Angèle m'a simplement répondu que pour lui, notre société manque de repères et que sa foi est la ligne directrice de sa vie et l'aide à prendre des décisions. Quant à Sarah, elle répond que sa foi lui donne du courage et l'aide à voir le bon dans les choses et les gens qu'elle rencontre. Alors je leur ai aussi demandé si c'était dur d'être jeune et chrétien. Alors les deux ont évoqué le regard d'autrui qui peut être compliqué à accepter, notamment dans des milieux où la religion est quelque peu rejetée. Angèle a par exemple parlé du lycée. Et j'ai également voulu poser quelques questions plus spécifiques, notamment en ce qui concerne le célibat et la vie conjugale.
Alors pour Sarah, Dieu l'aide à vivre son célibat, même si ce n'est pas toujours facile. Elle prie en tout cas pour voir sa future vie conjugale comme un don pour l'autre et non pour son bonheur personnel. Et que cela soit une nouvelle étape dans sa vie avec Dieu. Alors en ce qui concerne Angèle, il a été homosexuel jusqu'à sa conversion et pense que pour qu'un couple en fait soit équilibré, il doit être constitué d'un homme et d'une femme. Mais cependant, il respecte totalement le choix de chacune et de chacun. Et en ce qui le concerne, il a décidé que c'était Dieu qui le conduirait vers la personne qu'il aimerait. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on pouvait dire par rapport à leur vision du monde, de ces deux jeunes chrétiens. Merci beaucoup Chloé pour toutes ces précisions. Et oui, c'est intéressant d'avoir un point de vue différent de celui qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias. Hein. Et l'article à retrouver en entier, l'interview à retrouver en entier sur leplus.tv. Exactement, leplus.tv. Merci beaucoup Chloé et à très bientôt dans le Sunday Time. À bientôt. Radio One, le Sunday Time. Et c'est une nouvelle fois Karl qui nous a rejoint. Il n'y avait plus vraiment de suspense en Irlande, mais c'est désormais officiel. Les Irlandais se sont donc prononcés à 62% en faveur du mariage gay. Et oui, l'Irlande est le premier pays à avoir eu le droit de voter pour déterminer si oui ou non sa population acceptait le mariage entre les personnes de même sexe. Alors que tous les autres pays ont vu leurs droits extrêmement réduits de le faire et ont été obligés de subir leur parlement. Alors que généralement, la majorité dans ces pays-là était contre. On savait bien entendu que la majorité allait l'emporter. C'est donc pour ça qu'on a fait cette consultation démocratique. J'arrive même plus à dire le mot consultation démocratique, ça se bloque un peu dans ma gorge. Donc voilà, comme par hasard, la réponse a été oui, dans une ambiance hystérique, hallucinée, un peu bizarre, des gens qui pleuraient, on se demandait pourquoi. Mais bon. Alors, je pense qu'il y a quand même une confusion entre l'acceptation de l'homosexualité et le mariage. Est-ce que ça veut dire que c'est la même chose? Est-ce que non, c'est pas pareil? Accepter l'homosexualité dans une société ou accepter le mariage, c'est pas tout à fait la même chose. Évidemment, être pour le mariage, c'est de fait complètement accepter cette homosexualité, mais ça n'est quand même pas tout à fait la même chose. Il y a surtout, moi je pense, en Irlande, une revanche à prendre contre l'Église catholique irlandaise qui était forcément contre et qui a quand même dégagé le plancher en ne soutenant pas le non, en n'étant pas dans la bagarre, mais en sous-jacent, c'est l'Église irlandaise qu'on visait. On voulait lui fermer la gueule, parce qu'évidemment, cette Église a été extrêmement dominatrice dans la vie politique, sociale irlandaise pendant des années. Et les gens en ont souffert, on en a fait des tonnes sur tous ces prêtres pédophiles. On rappellera que la pédophilie a lieu non seulement dans les églises, mais aussi dans les écoles. La pédophilie est là partout où des adultes sont en contact avec des enfants. Il faut le savoir, c'est comme ça. Les pédophiles sont attirés par les enfants et essayent d'être en contact avec des enfants, quel que soit leur travail. Donc, les camps de vacances, etc., les clubs de tennis, par exemple, puisqu'on parle souvent de tennis sur votre antenne, on a vu cette affaire épouvantable il y a quelques années, eh bien, il y a toujours des pédophiles là où il y a des enfants, et ça n'est pas réservé à l'Église. On peut donc c'est l'officialisme. Ce qui est un peu dommage dans cette affaire, c'est que on va dire que finalement ce vote n'est pas un vote pour l'acceptation
de l'homosexualité, je pense que c'était derrière, c'était sous-jacent. Ce vote, c'est plutôt l'officialisation de la fin de la domination réelle et même de la domination formelle de l'Église catholique irlandaise sur la société irlandaise. C'est là aussi un petit peu, si on veut être un peu rire un petit peu et être un peu intellectuel, la victoire du profane sur le sacré. Cela pose quand même une question d'importance. Qui domine maintenant la société irlandaise, puisque ça n'est plus l'Église qui a dominé cette société pendant des siècles. Et ça, c'est très très intéressant, parce qu'on ne sait pas finalement. Est-ce que c'est le lobby sans visage de LGBT qui domine? Je ne le crois pas non plus. Moi, il me semble que la société française maintenant est dominée par des forces qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne maîtrise pas, et qui sont un peu invisibles et sous-jacentes. Et ça, c'est très très inquiétant. Merci beaucoup. Oui. Les Irlandais, je conclue, ont surtout voté pour le chaos indistinctif. Et devraient se souvenir qu'il n'y a que 18 pays au monde qui ont accepté le mariage pour les gens de même sexe. Cela fait des milliards de gens. Exactement. Merci beaucoup, Karl, pour toutes ces précisions. Donc, et on le rappelle, l'Irlande passe encore donc comme de nombreux pays européens à l'acceptation de ce mariage gay. Il reste l'Italie, je crois, qu'il n'a pas encore accepté cela. Ils l'accepteront aussi, soit par décret, soit par. C'est si on croit au gouvernement mondial, ça fait partie des objectifs du gouvernement mondial qui domine par le chaos et donc surtout par le chaos indistinctif. Donc marier 2 hommes et 2 femmes, ça fait partie du chaos indistinctif. Merci beaucoup, Karl, donc d'avoir été avec nous ce soir et à dimanche prochain. À dimanche, à bientôt. Dans un instant, on va revenir sur l'actualité boursière de la semaine avec Grégoire. Oui, bonsoir. On arrive. D'accord. Radio One, le Sunday Time. 19h48, c'est à présent Grégoire de Bourse du Futur qui nous a rejoint. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Alors on va revenir sur toute l'actualité boursière de la semaine avec vous. Oui, effectivement. Alors, cette semaine en bourse, donc Apple, le géant californien, a racheté Coherent Navigation, spécialisé dans les services GPS de haute précision. Le montant de cette opération, qui devrait servir à améliorer les capacités du service Apple Maps, n'a pas été dévoilé. La société d'investissement hôtelière Primacity Investment a été transférée du marché libre vers Alternext. Donc c'est un marché plus faible. Le portefeuille de Primacity comprend 50 hôtels avec environ 8000 chambres et au total dans 25 sites touristiques. La Commission européenne le commissaire européen chargé des affaires économiques Pierre Moscovici a déclaré lundi que des progrès avaient été réalisés dans les pourparlers entre la Grèce et ses créanciers, mais que le temps pressait pour Athènes. La Commission européenne a autorisé le rachat de l'opérateur télécom Gazlet par Orange sous certaines conditions. Orange va payer aux alentours de 3,4 milliards d'euros pour cette acquisition. Le groupe Avera est confronté à de graves difficultés financières avec une perte nette de 4,83 milliards d'euros en 2014. Et pour finir, donc, le CAC 40 a fini en baisse de moins 0,07% à 5142,89 points. Le Dow Jones en baisse également de moins 0,29% à 18 232,02 points. Le lingot d'or est toujours à 34 200 euros et le baril de pétrole à 59,95 $. Voilà. Merci beaucoup Grégoire pour toutes ces informations et on vous retrouve dimanche prochain sur Radio One dans le Sunday Time. Excellente semaine à vous. À vous aussi, merci. Radio One, le Sunday Time.
Et on va à présent parler de Monaco. En effet, lorsqu'il s'agit de sport, Monaco n'est jamais bien loin. Malgré sa petite superficie de 2 km², la principauté est un modèle d'urbanisme et de logistique en termes d'infrastructures sportives. Alors le stade Louis II en est l'élément central puisqu'il héberge les matchs de football de l'AS Monaco, récent quart de finaliste de Ligue des Champions, ainsi que jadis les finales de Super Coupe d'Europe opposant le vainqueur de la Ligue des Champions à celui de l'actuelle Ligue Europa. Les meetings internationaux d'athlétisme et de natation se déroulent d'ailleurs au même endroit puisque le stade abrite un centre nautique et est entouré d'une piste de course. Hormis ce stade multifonction, on peut aussi citer les salles de gymnastique Princesse Stéphanie ou le stand de tir Rainer 3. Une patinoire est même ouverte de décembre à mars, mais parfois l'écrin sportif est inutile pour accueillir un événement sportif en terre monégasque. La principauté elle-même a ses rues, ses places, ses routes qui peuvent se transformer en terrain de jeu pour les plus grands compétiteurs de la planète. Le Grand Prix de Formule 1 en est l'exemple typique puisque la course se déroule dans la ville même et se caractérise par un circuit sinueux et exigeant, l'un des plus durs mais aussi l'un des plus spectaculaires de la planète. Néanmoins, on peut citer également le port Hercule qui accueille le jumping international de Monaco. Un point commun relie toutes ces manifestations sportives monégasques et ce point, eh bien, c'est le prestige. Chacune d'entre elles a sa particularité et son style, mais leurs histoires ont été écrites en lettres d'or par des légendes du sport. En athlétisme, les icônes Astafa Powell, Justin Gatlin, Michael Johnson et Hicham El Gouredjou détiennent le record à Louis II. En Formule 1, Ayrton Senna est celui qui a remporté le plus de fois ce Grand Prix. Rafael Nadal a quant à lui régné sur l'Open de tennis de Monte-Carlo, sans doute le plus prestigieux des Master 1000. En football, les plus grands joueurs de la planète ont foulé la pelouse du stade Louis II, notamment à la Super Coupe d'Europe. Ainsi, même dans le sport, Monaco flirte avec le clinquant, le rutilant, le beau, et ce n'est pas seulement sur la pelouse ou sur les pistes d'automobile et d'athlétisme que la principauté joue un rôle majeur. Dans les coulisses, l'influence monégasque est aussi indéniable. Sportel, la conférence qui rassemble les décideurs des médias et du sport, a lieu chaque année à Monaco et nulle part ailleurs, ce qui fait de Monaco un interlocuteur privilégié, témoin direct des grandes avancées du monde du sport grâce à ce rôle d'hôte qu'il détient. Alors les souverains et le prince Albert II est aussi beaucoup pour quelque chose dans cette place de Monaco. Descendant d'une famille de sportifs, le fils du prince Rainer s'invite et s'investit pour faire de Monaco un acteur clé dans ce domaine. Il est d'ailleurs le membre du comité international olympique et a même concouru à 5 éditions de Jeux olympiques d'hiver dans l'épreuve de bobsleigh, Calgary en 1988, Albertville en 92, Lillehammer en 94, Nagano en 98 et Salt Lake City en 2002. Alors à Monaco, l'exemple vient donc d'en haut en matière de sport. D'ailleurs, le souverain est aussi président du comité olympique monégasque qui regroupe 20 fédérations et qui prépare les athlètes à concourir pour les Jeux olympiques. Mais ces derniers n'ont jamais réussi à ramener de médailles et Monaco est freiné sur ce point par sa faible démographie. Comme vous l'aurez compris, en effet, essayer de trouver beaucoup de très bons sportifs sur une terre de 2 km², vous verrez, c'est assez compliqué. Radio One, le Sunday Time. Et nous avons commencé cette émission avec la légendaire voix d'Arthur Massot. Nous la terminons avec toi Arthur, puisqu'Arthur a suivi Roland Garros entre 15h et 19h pour Radio One tout au long de l'après-midi. Et on va donc revenir sur cette première journée à Paris, Porte d'Auteuil. En effet, Martin,
Alors, les enseignements de la journée tout d'abord, avec les qualifications sans souci des favoris, dont notamment Roger Federer, qui n'a fait qu'une bouchée de son adversaire du jour, qui était Alejandro Fala. Qualification également sans problème dans le tableau masculin de Stan Wawrinka, de Kei Nishikori, de Bautista Agut, qui ont été vraiment impressionnants. Hannes Gulbis a aussi été rassurant. En revanche, élimination de Guillermo Garcia Lopez au bout d'un très très long match face à Steve Johnson, élimination en 5-7. Donc victoire de Steve Johnson 6-3, 6-3, 6-7, 3-6, 6-3. À noter du côté des tableaux féminins, la qualification de Simona Halep de série numéro 3 sans problème face à Evgenia Rodina. Qualification également avec difficulté cette fois-ci pour Anna Ivanovic en 3-7. Ça passe également pour Ekaterina Makarova ou Lucie Safarova, qui d'ailleurs vient de terminer son match, une victoire 7-6. 7-6. En revanche, côté français, ça casse pour Caroline Garcia, éliminée par Donna Vekic 3-6, 3-6-2. Alors, il faut noter quand même qu'en conférence de presse, Caroline Garcia, en pleurs, a dit qu'elle méritait, qu'elle allait demander l'année prochaine à jouer sur le cours numéro 9. Elle se sentirait peut-être mieux à l'aise que donc sur le central où elle était programmée. Défaite également pour Paul-Henri Mathieu face à Kei Nishikori en 3-7. Il n'y avait vraiment rien à faire. Défaite aussi de Fiona Ferro face à Teliana Pereira, la qualifiée 6-3, 6-2. Au Stade ça s'est terminé, je vous l'ai dit, durant ce Sunday Times, ça s'est terminé avec cette défaite. Donc en 3-7, une victoire de Kuruminara à son adversaire, 3-6, 7-5, 6-1. Et puis, on va terminer avec deux bonnes nouvelles côté français. La qualification de Jo-Wilfried Tsonga sans problème face à Christian Lindel, 6-1, 6-2, 6-2. Et également celle de Nicolas Mahut face à Kimmer Kopejans en qualifié. Donc, c'était face à Kimmer Kopejans sur le score de 6-3, 6-4, 7-6. Alors, voilà pour les enseignements de cette journée. Quel est le programme de la semaine et plus particulièrement de la journée de demain qui est en plus férié? Oui, donc demain, journée fériée, on va jouer sur 15 cours différents, 4 matchs sur 15 cours différents. Donc pour l'instant, on joue juste les simples hommes et les simples femmes. Et on a donc notamment la programmation sur le cours numéro 1. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est bon, je vous trouve le programme. Je l'avais perdu en instant. Donc pour le programme de demain, oui, on aura Alizé en ouverture sur le contre puis ensuite on aura plein de Français avec Lucas Pouille face à Simon, Maria Sharapova. Ensuite on terminera avec Andy Murray, donc belle programmation sur le Châtrier. Sur le long on aura Berdych Razzano, également fils face à Edouard Roger Vasselin. On aura également en duel entre deux Américaines, Sloane Stephens et Venus Williams. Sur le cours numéro 1 on aura Carla Suarez Navarro, Benoît Paire, Victoria Azarenka qui est retombée très loin, il est maintenant 27e, tête de série numéro 27. On aura également Adrien Manarino. Je continue avec le cours numéro 2, Fabio Fognini qui est programmé, tout comme David Goffin ou Mathilde Johansson. Cours numéro 3, on retrouvera Pablo Cuevas, Samantha Stosur, Nick Kyrgios ou Alizé Lim. Le cours numéro 4, ce sera au tour, par exemple, de Malek Jatteri qui a souvent fait parler de lui, malgré lui, avec des interdictions de sa fédération pour jouer contre lui, c'est là notamment qui lui est israélien. À noter qu'on pourra retrouver la pépite Dominic Thiem sur le cours numéro 5 et la pépite également Borna Choric sur le cours numéro 6. Amandine S, la Française, sera sur le cours numéro 7, tout comme Stéphane Robert, le Français est passé par les qualifications. Rapidement, Victor Troicki sur le cours numéro 10, mais il n'est plus qu'il n'a été. Roland Monaco le revenant sur le cours numéro 11. Voilà pour les principaux joueurs qui vont jouer demain. Je terminerai en disant que Fernando Verdasco et Sabine Lisicki sont sur le cours numéro 17. Donc, demain, 15 cours. On n'a pas de Novak Djokovic, on n'a pas de Rafael Nadal qui sont programmés en tout cas pour mardi. Et oui, ils font le pont du week-end. Ah oui, ils ont un certain statut, il faut dire aussi. En tout cas, Radio One ne fait pas le pont. Beau week-end de sport que l'on a suivi hier soir avec le multiplex et aujourd'hui avec une belle après-midi tennis avec vous, Arthur. Merci beaucoup justement, Arthur, pour toutes ces précisions. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine dans le Sunday Time ou une autre émission, sait-on. Bien sûr. Au revoir, Martin. Salut, Arthur.
Radio One, le Sunday Time. 20h tout pile, merci à tous et à toutes d'avoir été une nouvelle fois avec nous. Pour terminer cette émission, un dernier mot de cinéma au Festival de Cannes. Le prix d'interprétation masculine est attribué à Vincent Linden pour la loi du marché de Stéphane Brisé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On ne connaît pas encore le nom de la Palme d'Or. Je vous invite à vous rendre sur les sites d'infos spécialisés tout au long de cette soirée pour en savoir plus. Excellente semaine à tous et à dimanche prochain sur Radio One dans le Sunday Time.